Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Nous sommes le 19 juin. Voici les grands titres de l'actualité chinoise. La danse classique chinoise fait peur au PCC. Mercure dans le lait, couverture médiatique interdite. Il y a quelques jours, sous prétexte du litige des droits de diffusion, le Parti communiste chinois a obligé NTD à arrêter la diffusion d'une série télévisée. Et maintenant, il se tourne vers le 5e concours international de danse classique chinoise organisé par notre chaîne. Des sources proches du PCC ont révélé que des ordres secrets avaient été émis sous forme de circulaires internes exigeant la résistance au concours de NTD. Depuis sa première édition, il y a 5 ans, le concours international de danse classique chinoise organisé par NTD Télévision est déjà devenu une référence dans le milieu artistique. Le prestige de ce concours a attiré Geoffrey Ballet School de New York à faire partie des sponsors cette année. Des sources ont révélé que récemment, le Parti communiste chinois a émis des ordres secrets sous forme de circulaires internes pour dissuader et empêcher les danseurs intéressés à participer à la compétition. Ils font tout pour mettre de la pression, empêcher, saboter et intimider. C'est par tous les moyens qu'ils essaient d'interférer. Lorsque nous louons un théâtre, ils demandent au théâtre de refuser notre demande. Le concours de danse classique chinoise attire la participation d'excellents danseurs à travers le monde. C'est aussi une rare occasion permettant aux jeunes danseurs d'obtenir une belle carrière. Ma Li-Juan a cité l'exemple d'un danseur de Chine continentale, un participant de l'édition de 2007. Une fois qu'il a compris la manœuvre du PCC, il s'est joint au concours sans crainte, tout comme la plupart des participants. Le PCC a publié de nombreux articles dénigrant et insultant notre sujet. Ils ont même menacé ce candidat afin de l'empêcher d'y participer. Mais il est venu malgré la pression, parce qu'il savait que son avenir en dépendait, sa chance d'aller plus loin. Ce participant a finalement remporté la médaille d'or et a été sélectionné par la prestigieuse compagnie Shenyun Performing Arts. Il a assisté la chorégraphie et l'enseignement et a tourné avec la compagnie dans le monde entier. Il a dansé sur les scènes les plus prestigieuses au monde, tout en recevant les acclamations du grand public aussi bien chinois qu'occidental. Cette année, pour faciliter les participants de différentes régions de la Chine, Hong Kong a été choisi pour les éliminatoires du 18 août. Ma Li-Juan espère que les participants ne rateront pas cette grande occasion de briller sur la scène internationale. Nouvelle NTD, New York. Récemment, au sein du groupe Yili, la plus grande société dans l'industrie laitière en Chine, a été découvert dans 3 types de lait en poudre une teneur anormale de mercure. Malgré cela, le département central de la propagande a interdit toute couverture médiatique sur ce nouveau scandale du lait contaminé. Selon Zhang Sutian, un commentateur d'actualité, les fonctionnaires communistes et les responsables d'entreprises laitières sont en réalité des complices, ne cherchant que des profits au détriment du peuple. Le 14 juin, le site officiel de Yili a annoncé que la teneur en mercure de certains laits en poudre comme les numéros 2, 3 et 4 était anormale. C'est à partir du 13 juin qu'il a donc rappelé tous les laits en poudre dont la date de production est du 13 novembre 2011 à mai 2012. Cet événement a impliqué l'intérêt du public chinois. Les médias de la Chine continentale avaient l'intention de le rapporter à grande échelle. Mais le 15 juin, le département central de la propagande a émis une injonction pour l'interdire. Beaucoup de journalistes les ont maudits sur le microblog. « N'avez-vous pas d'enfants ? Votre conscience ne condamne-t-elle pas votre conduite ?» Madame Wang Longlong a dit qu'elle ne connaissait pas du tout la teneur en mercure dans le lait en poudre de marque Yili qui a dépassé la norme. Nous buvions souvent du lait en poudre et n'étions pas au courant de ce genre de choses. Maintenant, on n'ose plus le boire. De nombreuses personnes qui ne le savent pas continuent à en avaler. Monsieur Li de la ville de Changsha a déclaré que cela ne le surprend pas car le PCC cache souvent la vérité. J'ai vu cette nouvelle sur le site d'Ontai. Les médias du pays l'ont également rapporté. Plus tard, nous n'avons plus retrouvé ces informations sur Internet. Hier, j'en ai parlé à mes voisins sur la teneur en mercure du lait en poudre de marque Yili, mais quasiment personne n'était au courant. De toute façon, ils boivent du lait produit à l'étranger. De nos jours, personne n'aime ce gouvernement et tout le monde dit qu'il est trop sombre. Selon Zhang Sutian, l'industrie laitière est devenue une chaîne d'intérêt négatif résultant de la corruption.
Les sociétés laitières ont utilisé tous les moyens pour corrompre les officiers communistes locaux et du comité central. Cette norme est fixée par les entreprises elles-mêmes, puis elle a été soumise aux services centraux pour l'approbation. La norme la plus basse du monde est née de cette façon. Ils se fichent des intérêts du peuple. Jusqu'à présent, Yili n'a pas annoncé le lieu de la fabrication et les numéros des produits en cause. Il est connu que la teneur en mercure surélevée peut endommager les systèmes nerveux, digestifs, circulatoires, etc. et provoquer un impact négatif sur le développement physique de l'enfant, conduisant à la diminution de l'immunité et certains symptômes comme le manque de concentration. Nouvelle NTD. Le lancement de la navette spatiale Shenzhou 9 a été diffusé dans toute la Chine, mais tout le monde ne s'en est pas réjoui. Une information à propos d'une installation spéciale produisant une nourriture à pollution zéro pour les astronautes a conduit à de nombreuses plaintes en ligne. Selon les internautes, le régime communiste consacre des ressources à nourrir les astronautes alors qu'il ignore les problèmes de sécurité alimentaire pour le public. L'installation qui produit la super nourriture pour les astronautes est située au fin fond de la région désertique du nord-ouest de la Chine. Elle est fermée au public et les véhicules ne peuvent s'en approcher, pas même les bicyclettes. Ces mesures strictes de sécurité visent à assurer que les astronautes reçoivent une nourriture diététique libre de toute pollution. Et ça ne serait pas une grosse affaire si aucun coût n'était épargné ici. Des porcs spéciaux sont élevés au grain entier. Les œufs viennent des canards sauvages et le poisson est élevé à la ferme et nourri avec des produits naturels, sans aucun produit chimique autorisé. Puis tous les produits alimentaires sont méticuleusement testés avant d'arriver jusqu'au palais des astronautes. 说明中国的生态环保已经到了危害到每个人的生活的时候。现在它解决不了的时候，只能用最小的一块土地种着东西，养着几个人。 Étant donné l'ampleur du problème de la sécurité alimentaire en Chine, certains trouvent obscène l'extrême préoccupation du gouvernement pour la santé d'une petite élite. 我们可以看到以前这个毒食品有些地方它是不承认的，可是现在这些东西都暴露出来了。他对自然的掠夺，对中国老百姓的掠夺，他对生命的不尊重，践踏生命，无节制的掠夺。 Les nouvelles de l'installation alimentaire spéciale se sont rapidement propagées sur Internet et les cybercitoyens n'ont pas tardé à réagir. L'un d'eux a écrit « En lisant ce qui concerne l'installation de production de nourriture spéciale pour les astronautes, je n'ai pu que soupirer. Une partie de moi souhaitait avoir suffisamment de chance pour vivre dans un tel endroit. Cela prolongerait ma vie de 20 ans. » Les astronautes chinois ne sont pas les seuls en Chine à bénéficier d'aliments spéciaux non pollués. Ces produits supérieurs sont aussi donnés aux athlètes d'élite, aux hauts fonctionnaires et à une partie de l'armée. Nouvelle NTD. Les autorités des départements de l'éducation et de la propagande dans la province du Gansu ont dissimulé le viol de nombreux élèves d'une école élémentaire sur une période de 2 ans. Les médias locaux ont reçu l'interdiction d'en prendre compte et les parents ont dû accepter de l'argent en compensation et se taire. Pendant 2 ans, un professeur d'école élémentaire a violé à répétition des fillettes de la province de Gansu. Les responsables de l'école ont essayé de faire accepter de l'argent aux parents des victimes en leur demandant, sous la menace, de ne rien dire. Le département de la propagande de la province de Gansu a interdit aux médias locaux de couvrir l'incident. Liu Junong, 28 ans, est à présent détenu après que des parents aient dénoncé le crime sur Internet et lancé un appel au public. Au moins 5 élèves ont été confirmés avoir été violés, mais le secrétaire de l'agence de terrain locale a dit qu'il devait le traiter comme un incident mineur. Hier, le secrétaire du département de l'éducation m'a offert 20 000 yuan. J'ai dit que je ne voulais pas d'argent. On ne peut pas utiliser l'argent pour acheter la loi, n'est-ce pas ? Les parents ignoraient que leur fille avait été violée jusqu'au mois de mai dernier. Leur appel au gouvernement du canton a été rejeté. Les médias locaux ont voulu couvrir l'affaire mais s'en sont vus empêchés. Les parents ont été forcés de dénoncer le crime sur Internet et d'en appeler au public. Le résultat, c'est que les autorités se sont rendues au domicile des élèves, promettant une compensation et leur enjoignant de se taire sous la menace. Aujourd'hui, les responsables du département de l'éducation et du gouvernement du canton sont venus à mon domicile. Je les ai poussés dehors, ne les laissant pas mettre le pied dans ma maison. Ils m'ont jeté dehors lorsque je suis allée faire appel au gouvernement du canton. Si je n'avais pas révélé ce crime sur Internet, personne ne s'en serait soucié.
Un parent d'une des victimes, M. He, a dit que les médias locaux étaient venus le trouver plusieurs fois. Il voulait couvrir le sujet, mais rien ne s'est passé. Une source locale tenue secrète pour des raisons de sécurité a dit à la télévision NTD que la raison de l'absence de couverture par les médias était que la province de Gansu le leur avait interdit. Le département de la propagande de la province de Gansu est intervenu dans cette affaire afin d'empêcher qu'elle soit révélée dans les médias. 2 médias locaux ont conduit des interviews, mais les reportages ont été annulés par la force. Les victimes continuent à aller à l'école. Elles n'ont reçu aucune assistance psychologique. Nouvelle NTD. Et tout de suite, des informations canadiennes après une petite pause. Magnota de retour au Canada. Fondé en 2001, NTD est rapidement devenu l'un des réseaux de télévision multilingues les plus influents du monde. NTD News, London. Dubai. New York. NTD compte des correspondants dans plus de 70 villes. Elle est disponible dans 18 langues. Bienvenidos a NTD Mundo. Bem-vindo a NTD Notícias. Bonjour à tous. Welcome to China News. Le programme phare de NTD, China News, avec des journalistes sur le terrain et une équipe de spécialistes éclairés sur la Chine, NTD présente des informations vraies et non censurées en Chine et hors de Chine. Des programmes tels que Forbidden News offrent à ses téléspectateurs des informations qu'ils ne pourront trouver nulle part ailleurs. NTD a dévoilé les informations sur l'épidémie du SRAS 3 semaines avant les médias officiels chinois. Focus Talk permet aux Chinois de réagir par téléphone et de donner à nos téléspectateurs une vision de ce qui se passe réellement en Chine. NTD présente également des fictions, des divertissements, ainsi que des émissions sur la culture, la poésie, la médecine traditionnelle chinoise ou d'autres programmes qui sensibilisent les téléspectateurs occidentaux à l'Orient. NTD, c'est bien plus que de la télévision. Chaque année, NTD organise une série de concours visant à promouvoir la culture authentique chinoise. Ces concours ont attiré une très large attention et rassemblé des participants de Taïwan ou d'Australie. NTD est un véritable réseau de télévision mondiale avec des bureaux à New York, Los Angeles, Toronto et Taipei. NTD est présente sur 46 compagnies de câbles aux États-Unis ainsi qu'en France et au Canada, touchant près de 30 millions de foyers. NTD est également rediffusé non-stop par satellite en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. New Tang Dynasty, un pont entre l'Orient et l'Occident. C'est hier en fin d'après-midi que Luca Rocco Magnotta, l'homme le plus recherché du Canada, est arrivé en sol canadien. La sécurité était à son plus haut niveau. C'est à bord d'un avion nolisé de l'armée canadienne que Luca Magnotta a été extradé de l'Allemagne vers le Canada. Extradition que l'accusé n'a pas contestée. Hier, c'était sous haute surveillance que l'accusé avait été accueilli à l'aéroport de Mirabel peu après 19h. Magnotta était escorté par 6 policiers pendant son voyage. Arrivé en sol canadien, un important convoi l'attendait. D'après les autorités, cet important dispositif policier visait à éloigner les potentiels admirateurs de Magnotta et des personnes voulant rendre justice eux-mêmes. Jusqu'à la dernière minute, le lieu de l'atterrissage avait été gardé secret. Il a été emmené dans le centre de détention opérationnel de la police de Montréal, dans le nord de la ville. Luca Rocco Magnotta doit comparaître cet après-midi au palais de justice de Montréal pour répondre à 5 chefs d'accusation, dont meurtre prémédité et outrage à un cadavre. Le porte-parole de la police de Montréal s'est dit soulagé que l'accusé est finalement en sol canadien et s'est dit aussi satisfait de la coopération de l'organisation de l'opération. Quant à la famille de la victime, elle se dit que justice sera finalement faite. On se rappellera que Luca Rocco Magnotta est accusé d'avoir tué John Lin, un étudiant chinois de 33 ans, de l'avoir démembré et d'avoir envoyé ses membres par colis postaux à différents endroits du pays. Un sport qui n'est pas nouveau a été rajouté à la liste des activités qui se dérouleront aux prochains Jeux de Londres. Il s'agit de la boxe féminine. La Canadienne Mary Spencer, triple championne du monde de boxe, n'avait pas pu se qualifier pour les JO le mois dernier en Chine. Mais après plusieurs semaines de discussion, la Fédération internationale de boxe a donné une seconde chance à la Canadienne.
Mary Spencer avait tout donné pour que ce soit le combat de sa vie, mais cette fois-ci, elle n'avait pas le contrôle, car tout se jouait hors du ring. Mais la décision est finalement arrivée. I got a phone call from the president of Boxing Canada saying that I had received the wild card, and I was really excited. I had a huge smile on my face. La Fédération internationale de boxe venait de lui annoncer qu'elle pourrait participer aux Jeux de Londres le mois prochain. Cela a mis un énorme sourire sur le visage de Mary Spencer, qui n'était pas enjouée depuis les dernières semaines après sa disqualification le mois dernier en Chine. Tous ses espoirs étaient dans ces Jeux et pour cause, ce sera une première pour la boxe féminine qui sera devenue officielle aux Jeux olympiques. Un soulagement pour Spencer qui s'est vue prise en charge par des commanditaires qui ont investi en elle plus de 135 000 $ pendant 2 ans. Aujourd'hui, la fédération affirme qu'elle a basé sa décision non pas sur la performance de Spencer en Chine, mais sur l'historique de ses combats. Pour Mary Spencer, cette décision lui fait prendre conscience que les Jeux de Londres sont pour elle une chance en or. Hier à Toronto, plusieurs jeunes filles ont eu la chance de passer une audition qui leur permettra, si elles gagnent, de porter de belles chaussures rouges. Les producteurs de la très célèbre comédie musicale Le Magicien d'Oz sont à la recherche de celle qui incarnera Dorothy, personnage principal de l'émission. Cette recherche va être télévisée sous forme de télé-réalité qui sera diffusée l'automne prochain au Canada. C'est au Glenn Gould Studio que des centaines de filles attendaient leur tour pour chanter la célèbre mélodie Over the Rainbow. Cette audition vise à trouver celle qui jouera Dorothy et le Magicien d'Oz pour une comédie musicale. L'équipe de casting pour la comédie musicale a voyagé à travers le Canada pour trouver la perle rare. Sur des centaines de filles, seulement 100 seront présélectionnées pour revenir devant la télévision. À la recherche de Dorothy, cette émission de télé-réalité qui sera diffusée sur les ondes de Radio-Canada l'automne prochain permettra aux téléspectateurs au fil des semaines de voter pour leur favorite. Le vote devra se faire en ligne et les 3 finalistes se disputeront la finale devant Andrew Lloyd Webber lui-même. L'émission sera diffusée les dimanches à partir du 16 septembre. Restez avec nous pour plus de nouvelles internationales. Les dirigeants du G20 pressent l'Europe de résoudre sa crise. Aung San Suu Kyi et Bono parlent de démocratie. Les dirigeants du G20 se sont réunis ce lundi à Los Cabos, au Mexique. Tous ont pressé l'Europe à régler le problème de sa dette qui entrave la croissance mondiale depuis 2 ans. Les dirigeants des États participant au sommet du G20 à Los Cabos, au Mexique, ont pressé l'Europe à accomplir davantage d'efforts pour combattre la crise de la dette. Lors de son discours d'introduction, le président mexicain Felipe Calderón a parlé du ralentissement économique mondial et a souligné que les élections grecques n'ont pas vraiment réussi à calmer les inquiétudes sur les marchés mondiaux. Les plus grands pays industrialisés rassemblés au Mexique, dont l'Allemagne, la Russie, les États-Unis et la Chine, ont demandé à l'Europe de prendre toutes les mesures nécessaires pour résoudre une crise qui fait rage depuis plus de 2 ans. Le président Barack Obama s'est entretenu spécialement avec les dirigeants européens. Selon son porte-parole, le président américain a été encouragé par ces discussions durant lesquelles a été abordé le sujet du renforcement de l'intégration européenne. Les responsables européens, quant à eux, rejettent la responsabilité d'avoir affaibli la croissance mondiale et ne sont pas très optimistes quant à une sortie rapide de la crise qui touche les 17 pays de la zone euro. En dehors de la crise européenne, le sommet du G20 au Mexique se devra de trouver des solutions pour stimuler la croissance mondiale et équilibrer les efforts pour réduire les déficits budgétaires. Les dirigeants du G20 devront adopter un plan d'action pour promouvoir la croissance économique, l'emploi, les investissements et les échanges internationaux. Le G20 a été créé en 1999. Il rassemblait alors des décideurs financiers des puissances économiques industrielles et de pays au développement économique rapide comme la Chine ou le Brésil. Lorsque la crise financière a menacé l'économie mondiale, les dirigeants des États membres se sont rassemblés pour prendre des mesures d'urgence et trouver des financements pour les pays les plus endettés incapables de résoudre seuls leurs déficits.
Après les élections législatives de ce dimanche, remportées par le Parti pour une nouvelle démocratie, les responsables politiques grecs vont devoir former très rapidement un nouveau gouvernement et établir les conditions du plan de sauvetage économique européen. Après les élections législatives de ce dimanche, les responsables grecs vont devoir former un gouvernement de coalition pour répondre aux incertitudes politiques qui continuent de planer sur le pays. Le Parti pour une nouvelle démocratie qui a remporté les élections est le PASOK. Les deux grands partis grecs favorables au plan d'aide financier européen devront sans doute partager le pouvoir avec un troisième parti plus modéré, le Parti démocratique de gauche. Antonis Samaras, le dirigeant du Parti pour une nouvelle démocratie, a promis de négocier certains points des mesures d'austérité pour que le plan de sauvetage européen soit moins pénalisant pour la Grèce. Les Grecs sont impatients de voir ce qui va se passer. On dirait que ce sera le Parti pour une nouvelle démocratie, le PASOK et la gauche démocratique. Ce serait bien qu'ils puissent tous participer activement. Que Dieu les aide. Nous voulons la paix, peu importe le gouvernement, nous voulons être tranquilles. Les gens veulent être heureux, nous voulons juste continuer à vivre. La gauche devrait participer, mais pourquoi ne sont-ils pas là? Ils ne veulent pas prendre de responsabilités parce que le climat est trop tendu. Beaucoup de Grecs tiennent les deux partis responsables de la situation économique du pays qui a forcé la Grèce à accepter un plan d'aide financier de l'Union européenne et du FMI en 2010 et 2012. Les responsables politiques grecs vont maintenant devoir négocier les conditions de prêt pour ne pas pénaliser davantage un pays déjà très affaibli par de lourdes mesures d'austérité. En Égypte, l'Assemblée constituante s'est réunie ce lundi pour préparer une nouvelle constitution, malgré le décret publié par les forces de l'armée se réservant le droit de rédiger les lois et de nommer une nouvelle Assemblée. Les Égyptiens, eux, réclament que les pleins pouvoirs soient donnés aux candidats des Frères musulmans qu'ils ont élus. L'Assemblée constituante égyptienne a tenu sa première réunion ce lundi dans une salle du Parlement dissous, dans un geste de défiance envers l'armée qui a déclaré garder le pouvoir après les élections de ce dimanche. L'Assemblée égyptienne doit rédiger une nouvelle constitution, un pas vers la démocratie après le renversement du président Hosni Moubarak l'an dernier. Dimanche dernier, le Conseil militaire a publié un décret l'autorisant à rédiger des lois et à nommer une nouvelle assemblée constituante si nécessaire. Les sympathisants de Mohamed Morsi, le candidat des Frères musulmans qui a déclaré avoir remporté les élections, ont demandé que lui soient donnés les pleins pouvoirs constitutionnels. Qui choisit le Parlement? Ce n'est pas le peuple? C'est le Conseil militaire? Ces gens de l'armée sont en position de pouvoir. Ils ne veulent pas retourner dans leur caserne. Ils ont pris les pouvoirs du président. Si Mohamed Morsi est reconnu comme président, l'armée va lui créer beaucoup d'obstacles. Si Dieu le veut, le Parlement va se réunir et le pouvoir sera donné à Mohamed Morsi. Nous n'accepterons pas que le pouvoir ne lui soit pas donné, quoi qu'il arrive. Je ne suis pas le seul à avoir voté pour lui. Tout le monde a voté pour lui. Les islamistes et les libéraux se sont unis pour dénoncer le coup militaire. Un porte-parole du Parlement a déclaré que le Parlement ne serait nommé que par la voix du peuple. Ahmed Shafik, ministre sous l'ancien gouvernement Moubarak, a lui aussi déclaré dimanche avoir remporté les élections. Les résultats officiels seront annoncés ce jeudi. Un groupe de militants du PKK, le Parti des travailleurs kurdes, a attaqué 3 postes militaires dans le sud-est de la Turquie. 18 personnes ont trouvé la mort dans ces affrontements. Les rebelles semblaient venir des montagnes irakiennes. 18 personnes ont été tuées ce mardi dans le sud-est de la Turquie, près de la frontière irakienne. 8 soldats turcs ont été tués et 16 autres blessés sous les attaques de militants du PKK, le Parti des travailleurs kurdes. Les troupes turques ont tué 10 militants du PKK lors d'attaques de représailles. Ce sont les affrontements les plus meurtriers de ces derniers mois. La Turquie avait pourtant récemment fait des efforts pour répondre aux demandes de la minorité kurde et mettre un terme à un conflit qui mine la région depuis plus de 30 ans. Les militants kurdes ont déclenché les attaques sur des bases d'observation militaire avec des lance-roquettes et des fusils d'assaut.
Les militants venaient d'Irak et ont refranchi la frontière après les attaques. Plusieurs milliers de militants du PKK sont retranchés dans la région montagneuse du nord de l'Irak, d'où ils attaquent régulièrement des cibles dans la région du sud-est de la Turquie, principalement kurde. Le PKK a été désigné comme un groupe terroriste par la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne. Le parti kurde a lancé un mouvement séparatiste en 1984. Plus de 40 000 personnes ont trouvé la mort dans ce conflit. Lors de son voyage en Norvège, où elle a reçu le prix Nobel de la paix pour lequel elle a été nominée il y a 21 ans, Aung San Suu Kyi s'est exprimée sur le processus de la démocratie en Birmanie. Elle y a aussi rencontré son grand admirateur Bono, le chanteur de U2 et représentant très actif d'Amnesty International. Aung San Suu Kyi, la figure de proue de la démocratie en Birmanie, se trouvait en Norvège au cours d'une tournée européenne. Samedi dernier, elle a reçu le prix Nobel de la paix pour lequel elle avait été nominée il y a 21 ans. Ce lundi, elle a participé à un forum à Oslo en présence du ministre norvégien des Affaires étrangères, Jonas Støre. Lors d'une conférence de presse, elle a expliqué qu'elle n'était pas seule responsable de la réforme démocratique en Birmanie. Tout d'abord, je ne fais pas ce voyage pour célébrer ma vie. C'est une récompense pour tous les gens qui ont soutenu le mouvement pour la démocratie en Birmanie. Ce sont eux qui ont rendu possible le fait que je sois là aujourd'hui. Elle a appelé à plus de transparence pour son pays et expliqué que la clé pour un avenir paisible réside dans l'application et le respect de la loi. Un mois plus tôt, en Birmanie, des violences entre les bouddhistes de l'État de Rakhine et les musulmans Rohingyas, une minorité ethnique sans territoire, ont causé la mort d'une cinquantaine de personnes et forcé le déplacement de 30 000 personnes. Lorsqu'on lui a demandé ce qui pouvait être fait pour protéger les minorités, Aung San Suu Kyi a répondu que la clé était la citoyenneté encadrée par la loi. Le Bangladesh dit qu'ils ne leur appartiennent pas et la Birmanie dit qu'ils ne leur appartiennent pas et ces pauvres gens sont renvoyés d'un côté à l'autre. Donc il faut appliquer la loi. Il faut connaître la loi, il faut savoir comment l'appliquer correctement. Nous devons travailler ensemble avec l'armée. Nous ne voulons pas être en conflit avec eux. Nous voulons trouver une entente. Nous voulons qu'ils comprennent que nous entamons un processus qui bénéficiera à tout le pays en incluant aussi l'armée. Bono, le chanteur du groupe U2 et représentant de l'Amnesty International, a invité tous les gens à s'exprimer pour forcer les dictatures à écouter. If you raise your voice, that it is heard. Now, whether it's heard by the captors. Si vous élevez la voix, elle est entendue, que ce soit par les dictateurs ou par les prisonniers, mais j'ai l'impression que les dictatures militaires ne sont pas que du muscle. Je pense qu'ils lisent leur courrier, ils entendent tous les gens qui les sifflent et les huent. Ils sont conscients de ce que leurs actes leur apportent. Bono s'est dit très admiratif devant son icône de la démocratie, Aung San Suu Kyi. Voir ce progrès en Birmanie, cela encourage vraiment les gens à s'impliquer davantage dans le processus politique. Je suis en admiration de voir Aung San Suu Kyi, mais je vais m'en remettre. Dans le nord de l'Inde, des visiteurs affluent vers la ville de Agra pour célébrer le 357e de l'empereur Mughal Shah Jahan. Cette commémoration se fait chaque année et toutes les religions du monde y sont les bienvenues. Hier, des milliers de visiteurs ont afflué dans le nord de l'Inde à Agra pour célébrer le 357e anniversaire de la mort de l'empereur Mughal Shah Jahan. Les gens lui ont rendu hommage sur sa tombe ainsi qu'à sa femme Mumtaz. Des seigneurs musulmans ont préparé des revêtements de couleurs qui signifient paix et harmonie. Des participants de toutes religions ont aussi amené des revêtements colorés qu'ils ont fabriqués eux-mêmes. C'est le 357e anniversaire de l'empereur Mughal Shah Jahan. Tous les ans, on offre ces vêtements et cette année, c'est pareil. Les gens de toutes les communautés et les religions, incluant l'hindouisme, le
christianisme, la religion musulmane, etc. ont tous apporté des vêtements spéciaux. Je prie que le message de paix se répande pendant le festival. Je couds ensemble les morceaux de tissu que les participants me donnent et je les présente avec la bénédiction de tous les participants et je suis heureux de faire cela chaque année. Selon la tradition, cet événement se fait à la mort de la personne. Cela signifie que lorsqu'une personne âgée meurt, ses proches font cette cérémonie en sa mémoire. Un revêtement de 450 mètres a été offert aux tombes pendant la cérémonie et de la poudre de sandal a été éparpillée également. Des touristes venus à Agra disent que la place est trop remplie de monde et que la sécurité n'a pas bien été mise en place. L'affluence de monde n'est pas bien contrôlée ici, tout est sans dessus-dessous. Le résultat est que les touristes venus voir les monuments ne peuvent les voir correctement. Bien qu'il y ait une ambiguïté sur la date exacte de la mort de l'empereur, le 357e anniversaire de la mort de l'empereur sera célébré cette année. Les extensions de cheveux sont très à la mode ces dernières années dans le monde entier et particulièrement au Cambodge. Il y a 3 ans, une jeune femme afro-américaine a créé une entreprise de création et de distribution d'extensions à Phnom Penh, la capitale cambodgienne. Aujourd'hui, elle a offert un emploi à près d'une centaine de femmes du pays et la qualité de ses produits est reconnue dans le monde entier. Les cheveux longs sont très à la mode parmi les jeunes femmes au Cambodge et cette tendance a créé un commerce rentable. Janice Wilson, une entrepreneure afro-américaine, a créé A Journey Hair, une entreprise d'extension de cheveux en 2009 avec quelques employés. Aujourd'hui, son commerce rapporte des millions et elle emploie plus de 80 personnes. Les cheveux sont collectés dans les villages du Cambodge. Beaucoup de gens pensent que les Khmers n'ont pas de cheveux naturellement ondulés, mais en fait, les Cambodgiens ont toutes sortes de cheveux. Nous n'utilisons aucun processus chimique, tout est naturel. Les clients de Hair Journey sont principalement afro-américains et vivent aux États-Unis. Les femmes découvrent nos produits par les réseaux sociaux principalement ou par YouTube et elles viennent directement sur notre site et elles peuvent commander leurs extensions directement. La plupart de nos clientes sont aux États-Unis, on va dire 85%. 10% viennent d'Europe et de quelques pays d'Afrique comme l'Afrique du Sud et le Nigeria. Les prix varient selon le poids, la brillance et d'autres attributs. Le prix moyen pour une extension est de plusieurs centaines de dollars. Cela peut atteindre les $1000. La commande est postée de Phnom Penh et arrive en quelques jours dans le monde entier. L'Internet abonde de témoignages de satisfaction de ces produits. Souvent, quand je me coiffe, il y a des cheveux rebelles. Mais avec Hair Journey, cela n'arrive jamais. Je ne sais pas qui travaille les cheveux et confectionne ces coiffures. Mais c'est impressionnant, vraiment impressionnant. Pour créer des extensions de cheveux, c'est beaucoup de travail manuel. Il faut couper les cheveux, les laver et les coudre selon le modèle demandé. J'aime travailler ici, c'est un travail facile et on travaille à l'ombre. Ce commerce aide aussi les habitants de... Des photos inédites des Beatles sont en exposition à la galerie de l'hôtel Morrison à New York. Cette collection de photos fera la joie de tous les fans venus admirer leurs idoles des années 60. Des photos rares et inédites des Beatles datant de leur premier et second tour aux USA sont exposées à la galerie de l'hôtel Morrison à New York. La collection est composée d'une trentaine de photos prises par les photographes Kurt Gunter et Robert Whittaker. What's special about this exhibit is, again, it's the Beatles in their formative years, when they were transitioning from a touring band into becoming... Ce qu'il y a de spécial dans cette exposition, c'est les Beatles dans leurs jeunes années, devenant des professionnels. Cette période était vraiment importante. C'était une transition et ces photographes exposent le travail que les Beatles produisaient dans leur tournée. En 1964, seul le photographe Gunter avait pris des photos de la bande sur scène et en dehors de la scène. Il est devenu ami avec les Beatles lorsqu'il était en Europe et lui ont dit qu'il venait en Amérique et l'ont invité pour les accompagner. Je pense qu'il les a un peu suppliés aussi. Ils lui ont répondu « Tu peux venir, mais on n'a pas d'argent pour te payer ».
car ils ne savaient pas à quel point il serait populaire dans ce temps-là. Mais ils ont dit qu'ils pouvaient vendre les photos à qui ils voulaient. Alors, il a été assez intelligent pour y aller et les accompagner. Il joue au poker tous les soirs et il battait les Beatles tous les soirs. Et c'est comme ça qu'il a pu payer son voyage. La photo préférée de Steve est celle où on voit la bande aller vers la scène. Une des photos populaires est celle où les Beatles jouent dans leur premier programme télévisé, Sullivan. C'est une photo historique car c'est lorsque les Beatles font leur première apparition dans l'émission de Sullivan et c'était une soirée historique. La galerie a ouvert ses portes à l'exposition le 15 juin. Et avant de refermer ce journal, passons en revue les titres qui ont marqué l'actualité. Il y a quelques jours, sous prétexte du litige des droits de diffusion, le Parti communiste chinois a obligé NTD à arrêter la diffusion d'une série télévisée. Et maintenant, il se tourne vers le 5e concours international de danse classique chinoise organisé par notre chaîne. Des sources proches du PCC ont révélé que des ordres secrets avaient été émis sous forme de circulaires internes exigeant la résistance au concours de NTD. Récemment, au sein du groupe Yili, la plus grande société dans l'industrie laitière en Chine a été découvert dans 3 types de lait en poudre une teneur anormale de mercure. Malgré cela, le département central de la propagande a interdit toute couverture médiatique sur ce nouveau scandale du lait contaminé. Selon Zhang Su-Tian, un commentateur d'actualité, les fonctionnaires communistes et les responsables d'entreprises laitières sont en réalité des complices, ne cherchant que des profits au détriment du peuple. Ainsi s'achève votre journal. Merci de nous avoir suivis. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition.